un sol qui est dégradé, ben un sol c'est soit un sol qui peut être perdu, et un sol c'est une ressource qui n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Pour créer un sol, il va vous falloir des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et lorsqu'un sol est contaminé, il est quasiment perdu. Traiter la contamination de sol sur des superficies énormes, c'est pas vraiment réaliste, quoi. Donc, moi j'ai l'intime conviction que un des principaux problèmes qui n'est pas assez pris en compte, c'est en train de changer. Un des principaux problèmes qui n'est pas assez pris en compte, c'est de protéger nos sols. Il suffit de regarder la législation européenne, vous avez une directive cadre sur l'eau, qui protège l'eau, et vous n'avez pas l'équivalent sur les sols. Il n'y a pas de directive cadre sur les sols. Il y a eu des propositions au niveau de l'Union européenne de directive cadre, mais pour le moment, il n'y en a pas. Alors la pollution des sols, c'est, j'ai envie de dire, c'est lorsque l'on va retrouver dans un sol des niveaux de concentration en éléments, que ce soit en métaux par exemple, en hydrocarbures, qui sont bien au-delà de ce que l'on devrait avoir, j'aime dire, naturellement. Les sols, en fait, dans nos sociétés, en fait, assurent des fonctions très importantes. En fait, il y a, pour moi, 3 fonctions principales. Ils assurent des fonctions économiques, parce que, ne serait-ce que notre agriculture, en fait, elle est faite sur des sols, à partir de sols, pour l'essentiel. Donc des fonctions économiques, nourrir la planète, nourrir les hommes, des fonctions écologiques, parce que les sols assurent une fonction très importante. Les sols sont des endroits où on va stocker de la matière organique. Donc, dans un contexte de changement climatique, les sols sont très importants par rapport à des stockages de carbone. Les sols, par exemple, aussi jouent un rôle d'épuration. Donc, ils ont, je cite 2 exemples, mais ils ont pas mal de fonctions écologiques. Et puis, le 3e point, qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que les sols ont aussi une fonction sociétale. Les sols sont ceux sur quoi nos villes sont construites. Les sols nous permettent d'accéder au patrimoine historique, aux héritages archéologiques par exemple de nos sociétés ou des civilisations précédentes. Donc ils ont ces fonctions-là qui sont des fonctions qui sont essentielles. Il y a un récent rapport de l'Union européenne qui doit avoir 2 ou 3 ans, je n'ai plus les dates exactes en tête, mais qui disent que sur la superficie de l'Union européenne, il y a à peu près 3 millions de sites qui sont contaminés en métaux et ou en hydrocarbures. Et sur ces 3 millions de sites, il y a à peu près 300 000 sites qui nécessiteraient des travaux urgents de réhabilitation, de traitement. Voilà, donc ces chiffres sont très importants. Ça coûte très cher à 2 niveaux. Ça coûte très cher en fait à l'amont, parce qu'il faut être en mesure de diagnostiquer. Donc pour diagnostiquer la contamination, il faut aller sur le terrain, il faut prélever des échantillons, il faut faire des analyses en laboratoire, des choses qui sont relativement coûteuses, donc ça demande beaucoup de temps et de l'argent aussi. Donc c'est coûteux à l'amont, et c'est aussi, très coûteux à l'aval, parce que faire du travail de réhabilitation, de remédiation sur des sites contaminés, c'est excessivement coûteux, et vous êtes de suite sur des chiffres qui sont des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros, parfois des centaines de millions d'euros. Donc c'est très coûteux. Et alors le projet Soltaker, c'est un projet sud-ouest européen, sud-ouest, donc financé par l'Europe avec des fonds FEDER, et qui est porté par la délégation régionale CNRS Occitanie. Donc dans ce projet, en fait, on n'est pas tout seul, on est 9 partenaires qui appartiennent à des partenaires français, des partenaires portugais, puis des partenaires espagnols. Donc, l'objectif principal de ce projet, donc, qui a démarré en 2016 et qui se termine en juin 2019, avait pour objectif de développer des outils de diagnostic, mais aussi de réhabilitation de sol, qui soient relativement peu coûteux et faciles à mettre en œuvre. Donc le site de Carthagène se trouve dans le sud-est de l'Espagne, donc en bordure de la mer Méditerranée, à proximité aussi de la ville de Carthagène, une ville qui doit avoir à peu près 200 000 habitants, et à proximité d'une zone touristique assez connue en Espagne qui s'appelle la Mar Menor. Donc l'activité minière industrielle s'est terminée dans la fin des années 80. Il s'agit en fait d'essayer d'avoir des outils qui nous permettent de faire un diagnostic de la contamination assez rapidement,
sans aller faire des carottages, des forages à tel endroit, récupérer des dizaines et des dizaines d'échantillons, analyser ces dizaines d'échantillons en laboratoire, ce qui est très coûteux, très long et parfois difficilement réalisable. Donc là, c'était vraiment un des aspects très importants du projet, développer des outils tels que le GNSS par exemple, qui nous permettent d'aller faire un diagnostic de la contamination de surface de ces environnements-là. Le GNSS, c'est une méthode qui est utilisée par les géophysiciens pour suivre des niveaux d'eau. On peut suivre le niveau d'eau d'un cours d'eau à partir de ce GNSS. Alors, le principe c'est quoi? C'est comme le GPS en fait. On va recueillir un signal GPS, sauf que là on ne va pas travailler uniquement avec le GPS, on va travailler avec les constellations de l'ensemble des satellites de positionnement. Et donc, on va récupérer un signal. Ce signal peut arriver directement au sol. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va comparer la réception de ce signal qui arrive directement avec un signal qui a été réfléchi sur le sol et qui transite par une antenne. Donc en fait, on va comparer un signal qui arrive directement sur une borne GNSS ou un signal qui va arriver indirectement, c'est-à-dire qu'un signal qui a transité par le sol. Alors ce que l'on essaye de faire, c'est est-ce que lorsque ce signal a transité par le sol, est-ce que la composition chimique et minéralogique de notre sol, est-ce qu'elle ne va pas modifier ce signal? Donc en fait, on va jouer là-dessus. On arrive à mesurer des variations de niveau d'eau, on veut essayer de voir si on n'arrive pas à mesurer des variations de composition chimique, on est bien d'accord, en surface, sur les sols de surface. Ça nous permettrait de pouvoir faire de la cartographie finalement de la contamination de surface, mais sur des surfaces très grandes. Donc, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec des outils classiques. Carthagène, c'est quelques dizaines d'hectares. Si on va de l'autre côté, dans le sud-ouest de l'Espagne, la zone du Rio Tinto, on estime qu'il y a à peu près plus de 5000 hectares de sites qui sont contaminés. Faire la cartographie avec des méthodes directes, classiques, habituelles de faire la cartographie des 5000 hectares, c'est pas possible, quoi. Donc, ce sont des outils qui nous permettront de cartographier sur des surfaces très grandes. Et donc de rendre ces cartographies possibles. Donc nous, dans le projet, on a un groupe de tâches qui a été dédié à essayer de travailler sur des petites plantes. En l'occurrence, c'était Tillandsia usnoides, c'est des petites plantes épiphytes. Pourquoi sur ces plantes-là? On va essayer d'utiliser ces plantes pour suivre la composition chimique de l'atmosphère. Alors pourquoi? Parce que ces plantes, parce qu'elles sont épiphytes, elles vont se nourrir, elles vont capter les particules qu'il y a dans l'atmosphère. Et en quelque sorte, elles vont enregistrer la contamination chimique moyenne de l'atmosphère dans l'endroit où elles vivent, dans l'endroit où on les installe. Donc c'est pour ça qu'on a installé ces plantes dans différents endroits de notre zone d'étude, donc sur le site minier, sur une zone agricole à proximité, en ville. Et ces plantes-là, tous les 2 mois, on récupérait un fragment de ces plantes. Et l'analyse de ces plantes nous permet d'avoir une vision qualitative ou semi-quantitative de la contamination atmosphérique. L'intérêt, c'est qu'on est sur des coûts avec des ordres de grandeur qui sont de quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros, alors que sur des méthodes classiques, on est sur quelques dizaines de milliers d'euros, voire beaucoup plus. La méthodologie, en fait, elle est innovante dans le sens où on arrive maintenant, on est en mesure, en fait, de suivre la contamination chimique moyenne de l'atmosphère de façon simple. Et en fait, cet outil-là, on peut très bien imaginer que ce soit une collectivité locale, des employés d'un parc naturel régional, des employés d'une municipalité, qui puissent installer ces plantes-là et suivre comme ceci la contamination chimique moyenne d'un endroit donné. Donc c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre. Et donc, à partir du moment où c'est facile, encore une fois, on le rend possible. Donc là, cette partie-là du projet, on l'a déplacée dans une autre zone du côté entre Séville et le Portugal. En fait, c'est ce qu'on appelle la ceinture pyriteuse ibérique. C'est une bande qui fait à peu près 200 km de long sur 50 km de large. Alors, pourquoi on est allé là-bas? Parce que c'est probablement la zone en Europe qui est le plus contaminée. Sur une bande d'à peu près, comme je disais, 200 km de long sur 50 km de large, vous avez 90 mines abandonnées, mais je veux dire totalement abandonnées. Et cette zone pour nous était importante aussi parce que lorsqu'on regarde des chiffres, à peu près
des chiffres de quantification d'exportation de contaminants jusqu'à la mer ou à l'océan, cette zone-là, ça serait peut-être 5 à 6 à 10%, le chiffre est très faux mais c'est l'ordre de grandeur, 10% on va dire du flux de cuivre de zinc exporté des continents à l'océan transiterait par cette zone. Donc rien que ce chiffre montre que c'est une zone qui est, en termes d'exportation de métaux, c'est colossal. Voilà. Et là, on a voulu voir si on ne pouvait pas suivre la contamination des eaux de surface par la méthode GNSS. Donc ça, c'est des choses qui sont, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est en cours les données sont en cours de traitement, mais c'est une autre utilisation. Est-ce qu'on peut suivre la contamination de surface dans la zone estuarienne de Huelva, avec un mélange entre des eaux de rivières impactées par les mines et des eaux marines. Voilà. Est-ce que ce signal GPS ou GNSS, est-ce que ce signal ne peut pas nous renseigner sur la composition chimique des eaux de surface? Donc ça c'est quelque chose qui est par contre totalement nouveau, ça c'est mes collègues géophysiciens qui sont en train de développer cela. Si on règle une partie de la pollution des sols, on va aussi régler une partie de la pollution atmosphérique, parce que il y a pas mal de particules que l'on retrouve en suspension de l'atmosphère. Il n'y a pas que le transport, il n'y a pas que les chauffages des maisons, il y a aussi des choses qui sont arrachées tout simplement au sol, quoi. Donc si on protège les sols, on va aussi protéger l'atmosphère. Les sols ne sont qu'une partie de la contamination de l'atmosphère, mais c'est un premier pas.